Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se poser la question pourquoi l'or est en surexpansion. En ce moment, nous vivons le plus haut historique sur le cours de l'or, au-dessus de 2150 $ l'once. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes censés vivre une période monétaire stable. Alors, le bilan de la Banque centrale américaine est en réduction, ce qui signifie que la Fed retire des billets du marché. C'est une information positive pour le dollar, parce que grâce à ça, il va reprendre en force. Mais tout de même, les taux d'intérêt directeurs de la Fed qui sont supérieurs à l'inflation, ce qui signifie que posséder du cash à court terme est rentable. Et normalement, dans ce cas, les prix de l'or baissent puisque l'or ne rapporte aucun taux d'intérêt. Et enfin, la croissance américaine a battu les pronostics de 2023 et s'est montrée plus forte que prévu. Alors pourquoi l'or n'est pas content et décide de monter alors que les signes sur le dollar sont bons? Et comme l'économiste Luc Groman le dit, à juste titre, quand l'or monte alors que les taux d'intérêt sont positifs, cela signifie que le dollar gagne en valeur. Alors monsieur le marché est en train de vous expliquer qu'il n'y croit pas, que votre dette est en train de monter et que vous n'allez pas échapper à ce que Keynes appelait une trappe à dette. Et du coup, effectivement, comment se fait-il que les volumes des ETF sur l'or, donc l'or papier, se détachent des cours de l'or physique? Dit autrement, si ce ne sont pas les tuyaux de la finance traditionnelle qui font monter le prix de l'or, qui sont les acheteurs? Alors, avant de répondre à cette question, il faut d'abord qu'on éclaircisse le point de pourquoi c'est l'or qui a autant de valeur et pas de l'argent, du cuivre ou d'autres matériaux. Eh bien, tout simplement, c'est parce que l'or est la convention humaine sur laquelle le monde entier est d'accord pour dire que c'est un étalon de valeur et un moyen de paiement en dernier recours. On peut par exemple repenser à la Russie quand elle a débuté sa guerre contre l'Ukraine, parce que du coup les pays européens, l'Europe plutôt, a commencé à mettre des barrières, à ne plus accepter par exemple l'euro pour ses transactions vers l'Europe, mais aussi les États-Unis ont aussi mis des barrières pour que justement la Russie galère un peu plus à développer son économie, son armement, etc. Et c'est pour ça qu'on a pu apercevoir la Russie sortir un peu de son or qui était dans les réserves de change pour l'échanger contre des devises, du matériel, de la nourriture, etc. Et c'est pour ça que lorsque les monnaies fiat, comme le dollar ou l'euro, sont bien gérées, alors elles surperforment l'or car les monnaies fiat capitalisent les gains de productivité de l'économie lorsqu'elles sont déposées dans leur banque centrale au travers du coup des taux directeurs. Dans ce cas, l'or baisse car on peut dire qu'il est vendu pour les monnaies fiat, puisqu'elles rapportent derrière des taux d'intérêt. Par contre, lors d'une récession économique où l'on détruit de la valeur, ou alors lorsque la monnaie se débase, donc qu'elle est mal gérée, et cela va découler à rentrer dans une trappe à dette. En bref, les monnaies fiat détruisent de la valeur, et dans ce cas, on achète de l'or, car l'or ne perd pas de valeur. Et du coup, c'est comme ça qu'on obtient un système monétaire bien arbitré dans lequel, au bout du compte, sur le long terme, les monnaies fiat et l'or obtiennent le même rendement. Donc vous pouvez voir sur ce graphique, la courbe noire, c'est le cash, la monnaie, et en jaune, le gold, donc l'or, qui lui est un peu moins évolutif dans le temps, c'est plutôt un peu saccadé, mais derrière, on atteint la même moyenne. Et du coup, les mêmes rendements. Là, vous pouvez bien voir que c'est de 1910 à 2018, et maintenant qu'on est du coup en 2024, vous voyez bien que le prix de l'or est tout en haut et que les obligations américaines par exemple sont tout en bas. Et du coup, sur 110 ans, l'or et le dollar déposé à court terme à la Fed arrivent à la même rentabilité. Et c'est bien normal puisque les marchés arbitrent la valeur entre ces deux-là. Par contre, quand il y a beaucoup de volatilité et des écarts de marché entre l'or et les monnaies fiat, c'est pas bon signe. Donc, premier constat, si l'or contre le dollar monte alors que tout est censé aller bien, c'est qu'en fin de compte, quelque chose ne va pas bien.
il y a un problème dans l'économie. On va essayer de trouver la réponse à cette question, à qu'est-ce qui ne va pas bien dans l'économie pour que l'or surperforme autant les marchés. Et on va essayer d'expliquer ça. Les États-Unis ont une belle croissance. Ils ont de l'énergie avec laquelle ils peuvent alimenter leur croissance et réindustrialiser tout leur pays. Mais malheureusement, sur le plan des finances publiques, c'est une toute autre histoire. Les déficits sont partout et le coût de la dette explose avec la hausse des taux d'intérêt. Et au fur et à mesure que la dette est roulée, rouler sa dette signifie qu'au moment où il faut rembourser le prêt, vous refaites un prêt. L'objectif d'un État, c'est de supporter uniquement la charge des intérêts sans jamais rembourser le prêt principal. Donc tant que ça marche, c'est-à-dire tant que la croissance est supérieure aux intérêts de la dette, tout se passe bien. Par contre, quand structurellement la croissance est inférieure aux intérêts que vous devez payer, vous êtes dans ce qu'on appelle une trappe à dette, à savoir que vous devenez structurellement insolvable, incapable de rembourser la dette et derrière découle la faillite, la déroute, la banqueroute. Alors, en matière de banqueroute pour un État, il y a plusieurs modalités en fonction des personnes avec qui elle se fâche. Globalement, un pays qui fait banqueroute, c'est dévaluation monétaire, à savoir un taux de change inférieur, à savoir une baisse du taux de change, de l'inflation, une saisie du patrimoine ou d'autres impôts exceptionnels. Ce sont toutes des formes de défaut de paiement. Et pour revenir sur la trappe à dette, pour la quantifier proprement, il faut savoir combien on doit payer par an d'intérêt et mettre ce chiffre en rapport avec la croissance du PIB. Donc on va s'intéresser aux États-Unis et on va prendre comme référence un graphique de Charles Gave, qui est un économiste français, qui nous a entre guillemets mâché le travail. Il nous a mis toutes les stats dans un graphique, ça va nous permettre de voir ça un petit peu mieux. Aux États-Unis, on a déjà un premier problème sur le financement des sociétés industrielles. Alors premièrement, premier coup déficitaire, c'est le service d'aide des sociétés industrielles, pas des autres, parce que l'industrie, c'est un vecteur de croissance pour une économie, et du coup, elle est donc financée différemment. 1000 milliards par an en ce moment. Ensuite, on a du coup le service de la dette des États-Unis, 1000 milliards de plus. Il y a aussi le déficit du budget américain, ce que M. Charles Gave évalue en moyenne en ce moment à 1400 milliards par an, ainsi que d'autres domaines moins importants que les trois qu'on vient de citer. Donc au final, on atteint à peu près 3500 milliards de dollars de déficit, ce qui représente à peu près 10% du PIB américain. Alors oui, c'est gros, parce que habituellement, on a eu ce genre de trou dans des périodes de crise économique, et pas dans des périodes de croissance stable et dynamique comme on essaie de nous le faire comprendre. Un des premiers facteurs qui pourrait être à l'origine de ce problème, c'est la fameuse crise économique qu'on attendait en 2023, qui n'a pas eu lieu, parce que ce sont en fait les États qui ont pris la foudre avec un krach retentissant sur les marchés obligataires. Le problème de ce krach obligataire, c'est qu'il est passé assez inaperçu, parce que la Fed et la BCE, qui sont dans le même bateau, ont préféré faire profil bas sur la situation. Et du coup, c'est tout le sujet de la crise des banques régionales aux États-Unis, mais aussi, par exemple, la faillite de la SV Bank, de la Silicon Valley. L'histoire de la Silicon Valley en version un peu courte, avec la remontée des taux d'intérêt. L'épargne long terme des Américains, mais aussi des Européens, était moins rémunérée que l'épargne à court terme. Donc logiquement, en tant qu'investisseur, vous sortez votre argent des produits financiers de la banque, à 2% par exemple, et vous allez les mettre dans des fonds de trésorerie à la banque centrale qui rémunèrent 4%. Mais là, le problème, c'est que votre banque se retrouve obligée de vendre les obligations américaines à 10 ans qu'elle avait achetées pour vous sur le marché avec une décote de 30%. Et c'est la faillite pour le système bancaire. C'est pour ça que la Fed a déclaré qu'elle casserait le marché obligataire en rachetant à sa valeur nominale et pas à la valeur du marché. Et grâce à cette démarche, la crise bancaire s'est traduite par une liquidation ou le sauvetage de près de 1600 banques par la Fed. C'était donc le citoyen américain qui a payé entre guillemets une assurance gratuite aux banques
afin d'éviter la faillite du système bancaire. Alors pour beaucoup, cela peut paraître anodin, mais pour de nombreuses personnes, on peut avoir la sensation que ça ne coûte rien car personne ne sort de l'argent. Mais en réalité, ça signifie que vous supprimez le risque sur le marché obligataire et que l'aléa moral va venir corrompre le système financier à grande vitesse. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Les épargnants qui ont compris que ce sont surtout les plus grosses banques qui avaient droit à ce traitement de faveur, ont massivement retiré leurs épargnes des banques régionales aux États-Unis pour la placer dans les plus grosses banques, comme par exemple JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Et au final, on recommence à voir des banques faire faillite, mais on assiste également à un grand nombre de rachats de banques régionales par les plus grosses banques. Alors, tout cela pour dire que le problème de cette dette des USA n'est pas insoluble, vu qu'ils ont de l'énergie et en plus des usines, mais en même temps, on peut s'attendre à des chocs économiques et monétaires en cas de crise économique. Alors vous me diriez, pourquoi plus qu'auparavant ? Alors, concrètement, vous pouvez voir sur ce graphique que plus la dette augmente, moins les stimulations budgétaires fonctionnent. Et c'est comme ça qu'on arrive à des niveaux de déficit en période normale qui sont équivalents à des temps de crise. Alors si aujourd'hui les USA ont besoin d'un financement de leur économie de 10% du PIB, à peu près, en période de croissance, que va-t-il se passer en période de crise ? Si vous mesurez la progression du marché des actions françaises en or, par exemple, le constat est le même. Le marché français n'a pas progressé d'un pouce depuis 2008. Le déficit français, entre ses recettes de l'ordre de 300 milliards à peu près, et ses dépenses qui sont à peu près de 450 milliards, est tout de même de 50%. Alors, rendez-vous compte, l'État français et ses services dépensent 50% de plus que ce qu'ils rentrent en impôts. Et du coup, en faisant les mêmes calculs pour les USA, la France en 2024 doit refinancer 2700 milliards de dettes, soit environ 9% de son PIB. La France en 2024 doit refinancer 270 milliards de dettes, soit environ du coup 9% du PIB. C'est juste dramatique, on est censé être dans une période de croissance et notre dette est excessive. Le problème supplémentaire qu'on a en France, c'est que on n'est pas comme les États-Unis, on n'a pas d'énergie devant nous et en plus de ça, nos usines quittent le territoire français à cause peut-être des impôts qui sont exorbitants, l'impôt sur la fortune, les cotisations. Je pense qu'avec toutes ces infos, vous comprenez mieux maintenant pourquoi l'or monte alors que, entre guillemets, tout va bien. Donc la question suivante, c'est quelles conséquences tirer de tout ça ? Qu'est-ce qui va se passer dans l'année à venir, les 2 ans à venir, les 5 ans à venir, les 10 ans à venir ? Que va-t-il se passer ? Dans un premier temps, les économies de l'Union européenne sont dans une situation critique financière et monétaire, mais aussi les industriels et les riches sont en train de quitter les pays de l'Union européenne. Alors, jusqu'aujourd'hui, ce sont les services publics en France qui ont trinqué, comme la police, la justice, le système bancaire, l'école, mais aussi les hôpitaux par exemple. On enferme de plus en plus, il y a de moins en moins d'aides-soignants, ils font de plus en plus d'heures avec de moins en moins de salaires, de moins en moins de financement, donc du matériel qui n'est pas tout jeune. On n'est plus à la pointe de la technologie en fait comme on l'était dans les années précédentes. Et vous voyez bien, tous les Français qui travaillent ou pas en fait dans ces structures remarquent que dans leur quotidien, ça craque de partout. Il y a de plus en plus de manifestations dans les rues, etc. Vous avez bien vu les gilets jaunes, la CGT. On commence à rentrer dans un genre de cercle vicieux où il va falloir changer quelque chose si on veut pas s'écraser. En tout cas, comme le dit Charles Gave, depuis des années, lorsque les prix de l'or dépassent la performance du marché obligataire américain, cela signifie que l'inflation n'est peut-être pas si vaincue que cela et que l'économie chinoise est en train de gagner du terrain. Et on le constate à plusieurs niveaux.
par exemple en 2023, c'est l'année où les pays articulés autour de l'économie chinoise ont exporté autant de richesses en Occident que dans les autres pays en développement comme par exemple les États-Unis. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as appris des choses, que tu as une vision différente maintenant un peu sur les économies qu'on a. Dans cet épisode, on parlait beaucoup de la France et des problèmes qu'elle a, mais il faut savoir que derrière, on reste quand même une des 7 ou 8 puissances économiques mondiales. On a quand même des grosses entreprises, on a un niveau de vie, une qualité de vie relativement très très correcte. Malgré les hôpitaux qui ferment, etc., on a quand même des services publics gratuits ou remboursés par la Sécu. Enfin, franchement, on vit quand même dans un merveilleux pays. Pour ma part, je suis bien content de vivre en France. Alors, je vous attends dans le Discord pour débattre de tout ça et je vous dis à la prochaine.